Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder les portefeuilles, les wallets crypto de navigateurs. Étant donné que c'est en naviguant sur Internet que l'on interagit avec des protocoles, comme par exemple les protocoles de finance décentralisée, on a naturellement besoin d'un portefeuille, d'un wallet qui va permettre d'interpréter les transactions qu'on veut réaliser et finalement d'interagir facilement avec tout le Web3. En 7 ans, j'ai utilisé de nombreux wallets, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque sur le marché, alors qu'aujourd'hui, on commence à avoir différents types de portefeuilles qui répondent plus ou moins bien aux besoins que vous pouvez avoir, que vous soyez débutant ou expérimenté, que vous réalisiez quelques transactions ou que vous en fassiez un très grand nombre. Le but de cette vidéo, c'est vous donner un overview précis et de vous donner également quelques tips parce que je commence à avoir du coup mes wallets préférés, que ce soit pour farmer les airdrops, pour détenir de la crypto-monnaie ou au contraire pour interagir encore plus facilement avec le Web3. C'est parti, on commence tout de suite. Dans cette vidéo, je vais présenter 4 wallets. Un incontournable, un second qui est particulièrement pratique pour détenir de la crypto-monnaie sur plein de chaînes différentes, avec un seul du coup portefeuille, un troisième qui est super pour farmer justement les airdrops, c'est-à-dire qui vous permet d'accéder à un faucet, qui vous donne des miettes de ces crypto-monnaies de test et qui vous permet du coup super facilement d'aller farmer les potentiels drops de blockchain, et terminer par celui que j'utilise le plus et vous présenter les quelques fonctionnalités qui font que ce wallet est pour moi aujourd'hui un gain de temps énorme. Il y a quand même 2 choses que je voudrais rappeler avant de vous présenter le premier wallet. Premièrement, un portefeuille de navigateur, d'accord, ou même une clé Ledger ou tout autre portefeuille, que ce soit un portefeuille logiciel ou hardware, il faut savoir que les crypto-monnaies ne sont jamais à l'intérieur de ces portefeuilles. Ça paraît évident pour certains, mais il y a beaucoup de débutants qui ne le comprennent pas et plus personne prend le temps de leur dire les crypto-monnaies ne sont jamais dans votre portefeuille, que ce soit une clé Ledger ou même un logiciel. Les crypto-monnaies sont et resteront toujours dans la blockchain. Ce que vous avez dans votre portefeuille, c'est votre clé privée, votre mot de passe, ce qui vous permet de prouver à la blockchain que vous êtes bel et bien le propriétaire des crypto-monnaies que vous souhaitez déplacer. Voilà pourquoi le portefeuille est très important. C'est celui qui protège, qui chiffre votre clé privée. D'ailleurs, vous allez le voir, dans les 4 portefeuilles que je vous présente aujourd'hui, j'ai mis la même clé privée dans 2 d'entre eux. Et c'est quelque chose de très important à comprendre parce que quand vous avez compris c'est quoi qui est à protéger, vous avez un meilleur comportement. Quand quelqu'un vous demande une clé privée ou vous demande d'envoyer un screen d'un endroit particulier de votre écran, certains débutants le font tout simplement parce qu'ils n'ont pas été avertis. Si quelqu'un vous demande maintenant d'aller bidouiller dans votre wallet et de sortir des informations avant de lui envoyer, vous allez réfléchir à 2 fois. Deuxièmement, il faut que le portefeuille que vous utilisiez soit simple, pour pouvoir simplifier vos transactions et les actions que vous allez réaliser. Malgré tout, pour des questions de sécurité, je recommande fortement les cold wallets. Cold wallets, qui sont par exemple des hardware wallets, comme la clé Ledger, il y en a plein d'autres. J'utilise également SafePal, j'utilise également Engrave, j'en utilise plein. Je vous recommande réellement de les utiliser. Je vous mets un lien dans la description qui vous envoie vers une vidéo où je vous parle justement de ces hardware wallets. Et il faut savoir qu'ils ne sont pas incompatibles avec les portefeuilles que je vais vous présenter. Le portefeuille que je vous présente est une extension de navigateur, mais pour le coup, vous pouvez très bien avoir votre clé privée dans votre Ledger. Ce qui fait que quand vous déconnectez votre Ledger de l'ordinateur, personne ne peut effectuer des transactions, même avec le wallet de navigateur. C'est une sécurité supplémentaire parce que c'est déconnecté du réseau, parce que même si votre ordinateur est infecté, personne ne pourra réaliser des transactions sans que la clé soit connectée à l'ordinateur, et parce qu'en plus de tout ça, même si vous l'avez connecté à un portefeuille de navigateur pour faire des transactions, quand la clé est déconnectée de l'ordinateur, rien ne peut s'exécuter et rien ne peut être signé sans votre accord. Pour les plus connaisseurs, je ne fais que rappeler des évidences, mais si vous êtes débutant et que vous utilisez uniquement des portefeuilles de navigateur, si vous mettez quelques centaines d'euros, ça va. Si vous commencez à mettre un petit peu d'argent, soyez responsable et sécurisez votre crypto-monnaie sur des hardware wallets de ce genre. Maintenant que tout ça est dit, présentons le premier wallet. L'entièreté des solutions que je vais vous présenter dans cette vidéo sont dans la description. S'il y en a une qui vous intéresse, je vous mets le lien officiel qui vous permet de télécharger l'extension. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé Google Chrome et j'ai installé 4 wallets. Je commence par le plus incontournable de tous, MetaMask. C'est le plus connu. Cette société a déjà revendiqué avoir plus de 100 millions d'utilisateurs pendant le précédent bull run. Et très clairement, aujourd'hui, c'est le portefeuille EVM, donc c'est-à-dire compatible avec Ethereum et toutes les blockchains qui ont le même format qu'Ethereum. Je vous affiche toutes les blockchains EVM à l'écran. Autant vous dire que c'est le gros des blockchains qui sont utilisés aujourd'hui et les réseaux les plus connus dans lesquels circulent le plus de transactions. Et MetaMask propose toutes les fonctionnalités de base que vous retrouverez sur tous les autres wallets, c'est-à-dire envoyer de la crypto-monnaie ou en échanger, que ce soit en recevoir
en copiant votre adresse, en envoyer du portefeuille. Acheter, il faut savoir que quand on vous propose d'acheter, c'est une fonctionnalité en plus que vous propose MetaMask. Le portefeuille est un portefeuille non-custodial, c'est-à-dire que vous détenez vous-même votre clé privée dans votre navigateur. Ce n'est pas MetaMask qui détient votre argent pour vous. Par contre, toutes les autres fonctions, comme la fonction de swap, ils vont vous envoyer vers un protocole qui, lui, va vous permettre de faire un échange et MetaMask va garder une commission. Pareil pour le bouton acheter. C'est le cas d'ailleurs, voilà, vous voyez bien, vous voulez acheter, ça vous propose une solution de Coinbase. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces fonctionnalités additionnelles qui vous sont proposées par le wallet sont des fois décentralisées ou alors sont des fois proposées en plus des services de base, puisque c'est en vendant des services additionnels que des sociétés comme MetaMask font du profit. Globalement, vous êtes connecté sur le réseau Ether, mais vous pouvez configurer vous-même et rajouter d'autres blockchains. Quand vous allez dans réseau, il y a déjà les réseaux de tests qui ont été ajoutés, tous les testnets que vous voyez là, mais si vous cherchez rapidement sur internet, vous tapez quel est le nom du réseau et quel est le RPC de, je sais pas moi, la Binance Smart Chain, et vous allez avoir toutes les informations à renseigner pour pouvoir rajouter cette autre blockchain dans votre portefeuille MetaMask. Et évidemment, vous pouvez créer d'autres adresses ou vous pouvez connecter un portefeuille matériel, comme je viens de vous le montrer. De base, on vous propose Ledger, Trezor, Lattice et tout ce qui est QR code based, c'est-à-dire tout un autre type de portefeuille. MetaMask est le plus connu, le plus utilisé. Et pourtant, on ne parle pas beaucoup de MetaMask institutionnel, qui est une autre fonction. Alors, ça ne va pas vous concerner directement, mais pour moi, il y a beaucoup de valeur ajoutée à vous donner cette information-là. Les institutions financières sont des entreprises qui ont des obligations et qui doivent respecter certaines contraintes. Naturellement, elles doivent beaucoup mieux connaître les protocoles avec lesquels elles interagissent et elles se doivent de fournir une certaine documentation et un suivi sur les actions qu'elles réalisent. D'autant plus si elles veulent aller dans le monde de la finance décentralisée. En plus d'être un mastodonte de par l'extension de navigateur bien connue de tous, MetaMask institutionnel propose aux entreprises justement, et je vous afficherai certains graphiques à l'écran, et propose à certaines institutions non seulement d'utiliser MetaMask, donc de pouvoir utiliser la DeFi, mais tout en utilisant certaines solutions internes qui sont obligatoires. Par exemple, Fireblocks, qui est très connu pour ses systèmes de multisig et qui font que les grandes institutions financières ne peuvent pas vider la caisse en une seule transaction. Elles ont besoin de la signature de 2, 4, 7, des fois 10 personnes en interne pour pouvoir libérer des très gros montants. Et bien ça permet, tout en restant conforme et tout en respectant ses obligations d'institutions financières, d'accéder malgré tout à la finance décentralisée et à certains outils qui font partie du quotidien de l'institution financière et de son management. Coinbase est incontournable, mais il existe d'autres portefeuilles un peu plus adaptés à certains comportements. Par exemple, si vous êtes débutant et ce que vous voulez, c'est simplement avoir un portefeuille qui n'est pas que EVM compatible, mais qui gère énormément de blockchains et qui vous permet simplement de stocker et de détenir de la crypto-monnaie, je vous recommande XDeFi. Petite précision, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Il n'y a eu aucun sponsor qui a financé cette vidéo. Par contre, je suis investisseur et je suis au capital de la société XDeFi. En toute transparence, je vous parle d'une solution, d'une entreprise dans laquelle je suis. Je pense que c'était la moindre des choses de vous spécifier le fait que j'étais au capital. Maintenant que je vous ai dit tout ça, vous voyez c'est EVM compatible, hein, c'est-à-dire que vous avez un wallet Ether comme d'habitude, envoyer, recevoir, acheter, bref, les fonctions de base. Mais vous allez avoir par exemple la blockchain Bitcoin, avec un format de clé privée qui est totalement différent. Pareil pour le Rune, pareil pour Solana, etc., etc. Vous avez différentes chaînes, certaines EVM compatibles, d'autres qui n'ont rien à voir avec ça, même certaines qui sont mortes, en l'occurrence Terra, et vous pouvez aller jusqu'à stocker du Dogecoin, tout ce qui est compatible avec la Torchain, Polygon, Binance, et même naturellement Ethereum, c'est-à-dire tout ce qui est EVM compatible. C'est intéressant parce que pour les plus débutants, ça permet d'avoir un seul endroit où vous détenez différentes crypto-monnaies de différentes blockchains et vous avez même une façon de visualiser vos NFT qui est beaucoup plus parlante et après vous allez avoir un historique d'activité et vous allez globalement avoir les mêmes fonctions que la plupart des gros wallets. Le troisième portefeuille que je vous présente est un portefeuille un petit peu différent. C'est le portefeuille de Coinbase. Il y a quelques blockchains également. Hein. Si vous voulez recevoir, vous voyez que vous avez Solana, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin et que vous avez les EVM compatibles. Mais ce qui m'intéresse particulièrement avec ce wallet, c'est une fonctionnalité que les autres n'ont pas. Quand vous allez dans Paramètres et que vous descendez dans Développeurs, vous pouvez activer les réseaux de test ici et vous pouvez cliquer sur des faucets. Voici des testnets. Le testnet, c'est le réseau qu'une blockchain va lancer pour réaliser des tests sur différents outils avant de les lancer sur le mainnet, le réseau de base. Il y a beaucoup de jeunes blockchains qui lancent leur testnet avant de lancer leur mainnet et qui demandent aux utilisateurs de faire des tests et d'essayer de l'utiliser. Souvent, ces utilisateurs sont récompensés quand le mainnet arrive avec des vrais jetons de la vraie blockchain.
Je ne vais pas vous donner plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui vous explique comment farmer certains des airdrops les plus attendus en ce moment et qui risquent de donner des crypto-monnaies à leurs utilisateurs. En l'occurrence, on a souvent besoin de tokens de testnet à ce moment-là. Le testnet le plus connu d'Ether, c'est le testnet Goerli. Et pour le coup, vous pouvez venir tous les jours ici et cliquer tout simplement sur réclamer des jetons. Vous pouvez le faire toutes les 24 heures, c'est pour ça que je ne peux pas le faire une fois de plus. Je vais vous donner un autre exemple, voilà, Optimistic, sur le réseau Optimism. Vous demandez des tokens et vous allez recevoir 0,05 fake Ether. Ce sont des faux Ethers qui n'ont pas la valeur de l'Ether que vous connaissez à 1600 $, mais ça vous permet du coup d'aller sur le réseau de test Optimism. Et vous allez voir, voilà, je l'ai demandé tout à l'heure, par exemple pour Ether, pour la blockchain Base de Coinbase et également pour Optimism. Et ça me permet, si jamais j'étais en train de farmer certains airdrops, de faire un switch entre des faux Ether du réseau Ether et des faux Ether d'un autre réseau comme celui d'une blockchain sur laquelle j'aimerais être prétendant au prochain drop. C'est très pratique, ça servira un petit peu plus aux utilisateurs qui commencent à bidouiller, qui s'intéressent réellement et qui commencent à réaliser certaines transactions, mais c'est important de laisser savoir que ça existe et globalement il est assez user-friendly également, il supporte quelques chaînes et c'est également un très bon portefeuille d'usage journalier. Pour finir, mon coup de cœur, celui que j'utilise le plus souvent, et pour être totalement franc, celui qui maintenant m'est d'usage quotidien, il s'agit de Rabby Wallet. Alors pour le coup, Rabby Wallet, contrairement aux autres, je veux vous le montrer en utilisation à travers une clé, parce qu'il y a l'une de ces fonctionnalités qui me plaît particulièrement, il y en a 4 en réalité que les autres n'ont pas, et cette fonctionnalité-là, je n'arrive pas à la trouver sur aucun portefeuille, et elle me fait gagner beaucoup de temps. J'utilise beaucoup Ledger, et quand on utilise une Ledger ou n'importe quel autre hardware wallet, on a plusieurs adresses. Et du coup, quand je passe d'un ordinateur à l'autre, je n'arrive plus à savoir quelle adresse j'avais utilisé, où est-ce que j'avais de la crypto-monnaie, et ça devient toujours compliqué de chercher pendant des heures quelles adresses je dois rajouter à mon navigateur. En l'occurrence, vous allez voir, je connecte cette clé de test, hop, je viens de la déverrouiller, je vais sur l'application Ether, et maintenant c'est parti, je clique sur Hardware Wallet, connexion, ça détecte ma Ledger dans l'ordinateur, et là ça va scanner toutes les adresses, et sans avoir à rajouter les adresses qui vous intéressent et qui ne vous intéressent pas directement au portefeuille, vous allez pouvoir cliquer ici, et vous allez pouvoir retrouver les adresses sur lesquelles il y avait de la crypto-monnaie. Bon, ça m'a mis une note parce que je les avais déjà rajoutées pour faire un test et c'est déjà les pseudonymes que je m'étais donnés. Enfin bref, ça vous montre que vous avez de la crypto-monnaie sur quelle adresse et sur quelle blockchain en plus de ça. Parce que là, on voit Arbitrum, Binance Smart Chain, Avalanche et même Polygon ici. Pour le coup, on va naturellement rajouter à son navigateur les 3 adresses qu'on a utilisées. On n'a pas besoin spécifiquement de rajouter une adresse qui n'avait pas été utilisée. Et on peut leur donner le pseudonyme qu'on veut pour s'y retrouver. Par exemple, DeFi, Stock ou encore Ledger 3. Maintenant, j'ai mon wallet de navigateur et en plus de ça, j'ai mes 3 adresses uniquement que j'utilise et non pas d'autres adresses qui ne sont pas nécessaires à mon activité de tous les jours. D'ailleurs, là pour le coup, je les ai rajoutées parce que je les ai, sont les miennes, mais vous pouvez également, quand vous avez une adresse publique, par exemple une adresse d'une personnalité qui l'a donnée sur Twitter, d'un trader qui vous a dit de regarder son portefeuille et son évolution, et c'est la deuxième fonctionnalité sympathique, la fonctionnalité Watch Only, qui m'intéresse beaucoup. En gros, vous pouvez rentrer une adresse ici, j'ai fait exprès, hein, j'ai rentré la mienne, et vous allez pouvoir, hop, la rajouter, alors qu'elle n'est pas à vous. Évidemment, vous ne pouvez pas réaliser de transaction avec, d'accord, parce que sinon, ça va vous demander de signer avec votre clé privée et vous ne l'avez pas forcément, mais en gros, je peux suivre cette adresse, tout comme je pourrais suivre celle d'un de mes collègues qui me l'a donné pour que je puisse le surveiller. Et c'est pour ça que vous voyez un petit café ici, c'est uniquement pour jeter un coup d'œil, ce n'est pas une ledger que vous possédez vous-même. C'est une fonctionnalité qui est également très intéressante. Mais le plus intéressant de tout, c'est vraiment la compatibilité et les protocoles qui sont déjà enregistrés. C'est-à-dire que regardez, cette adresse DeFi par exemple, ça me dit que j'ai 259,45 $ dessus. Je clique sur les blockchains en dessous. Ça me donne une répartition, ça me dit que j'ai 19% sur Arbitrum, 21% sur Avalanche et 60% sur la Binance Smart Chain. Ça me donne les actifs que j'ai. Donc vous voyez la crypto-monnaie en question et la petite bulle à côté, c'est la blockchain sur laquelle elle est positionnée. Et ensuite, vous voyez même les protocoles. C'est-à-dire que si j'ai pris une crypto-monnaie et que je l'ai mis dans un protocole de finance décentralisée, ça me précise bien que j'ai bel et bien 93 $ dans PancakeSwap et que mon dépôt est un dépôt qui s'est fait en BUSD. Donc c'est vraiment puissant et ça m'a permis de retrouver des crypto-monnaies que j'avais mis dans des protocoles et que j'avais pas suivis pendant très longtemps. Il n'y a pas 100% des protocoles et il faut attendre que Rabby les rajoute pour qu'ils soient visibles, mais c'est, en tout cas à ma connaissance, le portefeuille de navigateur le plus user-friendly aujourd'hui et qui permet une vue automatique sur un plus grand nombre de protocoles. Évidemment, vous avez des fonctions qui sont encore en train d'arriver, notamment sur l'interface utilisateur, et vous pouvez passer d'un portefeuille à l'autre
Tout de suite, ça va scanner toutes les chaînes, vous dire où est-ce que vous avez de l'argent. Bref, je ne vais pas vous le refaire 5 fois, mais voilà, on retrouve du coup de l'argent sur AAV et on retrouve le solde total du portefeuille. Vous avez d'autres fonctionnalités, donc naturellement les NFT, les échanges, l'envoi à la réception, toujours pareil, un historique de transactions qui vous permet de revoir qu'est-ce que vous avez accepté comme contrat, qu'est-ce que vous avez envoyé ou reçu, et deux fonctionnalités qui me plaisent particulièrement. La première, c'est le gaz top-up. Vous le savez, si vous voulez faire une transaction sur Avalanche, il vous faut des avalanches pour payer vos frais de transaction. Des fois, vous êtes dans votre portefeuille, vous voulez réaliser une transaction, mais vous n'avez pas assez pour payer vos frais de transaction. Cette fonctionnalité vous permet, si vous avez par exemple, moi j'ai de l'argent sur Avalanche, eh bien je peux payer avec mes tokens AVAX pour envoyer un autre token sur une autre chaîne afin de couvrir mes frais de transaction. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça vous fait gagner un temps précieux quand vous passez d'une blockchain à l'autre. Pour terminer, vous avez les approvals et ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. Parce qu'en fait, quand vous allez interagir avec la finance décentralisée, vous allez très souvent donner des autorisations d'accès à ce protocole. À chaque fois, le protocole, pour avoir le droit de travailler avec vous, pour avoir le droit d'échanger et d'interagir avec votre adresse, vous devez autoriser le protocole à échanger avec votre adresse. C'est pour ça que des fois, quand vous voulez faire un échange sur Uniswap, par exemple, vous devez d'abord autoriser une transaction avant de faire une deuxième transaction d'échange. En gros, vous êtes en train de dire au protocole, j'autorise le protocole à échanger telle crypto contre telle crypto, mais rien d'autre. Et ensuite, vous faites une deuxième transaction qui, elle, veut dire, je veux échanger tant contre temps. Eh bien, cette fonctionnalité vous permet directement depuis le portefeuille de retrouver un historique de ce que vous avez accepté et de quand est-ce que vous l'avez accepté. Par exemple, dans mon adresse DeFi, j'ai réalisé une transaction et j'ai donné un accès au protocole PancakeSwap. Je peux ici le révoquer. Et ça peut arriver des fois qu'on apprenne qu'un protocole ou un contrat avait une faille et ça peut être bien a posteriori de le retirer. Et en signant cette transaction, il faut que ma ledger soit déverrouillée et connectée à mon portefeuille. Vous allez pouvoir la signer. Hop, et vous allez pouvoir révoquer ce droit. Alors bon, là, c'est une adresse de test sur une clé Ledger de test que j'ai fait spécifiquement pour cette vidéo, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous utilisez beaucoup une même adresse, vous vous retrouvez parfois avec des listes de 5, 10, 15, 20, 25 approvals, et ça peut être sympa d'avoir un suivi et un portefeuille qui vous donne une interface très simple pour maintenir ou révoquer certaines autorisations que vous avez données. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'autres fonctionnalités, mais il y en aura naturellement, comme sur tous les autres portefeuilles que je vous ai montrés, hein, ils vont évoluer, mais ça vous permet du coup de retrouver les signatures que vous avez faites et globalement, ça vous donne également de grosses alertes pour éviter les erreurs quand vous allez travailler avec un protocole qui potentiellement a un risque. Vous allez voir Rabi qui vous dit attention, ce protocole n'est pas reconnu, ce protocole, il y a déjà eu des problèmes avec d'autres utilisateurs et ça vous donne tout plein de petites explications très simples qui vous permettent de mieux comprendre votre interaction avec vos fonds crypto. Je vous en parle également, pourquoi? Parce que il est développé par la société DeBank, qui est relativement connue également dans le monde de la crypto-monnaie, qui est une messenger et une plateforme sociale d'interaction avec le Web3. Mais par exemple, DeBank est très connu pour scanner l'entièreté des contrats d'une adresse et pour être capable d'en donner une belle overview. Je prends l'exemple de cette adresse qui est publique, qui est celle d'A16Z. Et là, vous voyez bien, quand j'arrive sur cette adresse, je peux voir les NFT qu'ils ont, je peux voir leur portfolio, je peux voir où est-ce que... Là, ils sont sur 37 chaînes, vous imaginez? Vous voyez toutes les crypto-monnaies qu'ils ont, le montant, dans quel protocole est-ce qu'ils ont déposé de la crypto-monnaie, etc., etc. Et c'est pour ça que, je pense, leur connaissance de la visibilité et des différents protocoles et surtout des besoins qu'ont les utilisateurs du Web3 leur a permis de créer un portefeuille qui, pour le coup, est aujourd'hui celui que j'utilise le plus. La toute dernière fonctionnalité et qui est pour moi très importante parce qu'elle en dit vraiment long sur Rabi. Quand vous n'avez pas l'habitude d'interagir avec la finance décentralisée, quand vous arrivez sur un protocole décentralisé au hasard et que vous voulez lancer le protocole, automatiquement, ça vous ouvre une fenêtre et ça vous demande de connecter votre wallet. Pour le coup, très souvent, c'est MetaMask qui est ouvert de base, parce que c'est le plus connu, c'est le plus compatible et il est installé depuis très longtemps. Rabi n'a aucun ego. C'est-à-dire qu'ils ont créé une fonction dans leur portefeuille en disant, voilà, actuellement, MetaMask est utilisé et Rabi est banni, il est bloqué. Si vous voulez vous connecter en passant par Rabi, vous cliquez sur Flip, vous avez juste à réactualiser la page, et automatiquement, vous ne vous connectez plus via MetaMask et vous êtes connecté via Rabi. Et c'est énorme parce qu'il y a plein de conflits entre les portefeuilles. Rabi, eux, pas d'ego, ils ont mis une fonctionnalité directement dans leur truc en disant voilà, si ça bug avec MetaMask, clique ici, Rabi prend le dessus. Et si au contraire, ça fonctionne bien avec MetaMask et tu veux passer dessus, eh bien tu cliques sur le flip et cette fois-ci, c'est MetaMask que tu pourras utiliser. Ça le rend extrêmement compatible avec le leader du marché et le portefeuille le plus utilisé, MetaMask, ce qui fait que les deux sont super puissants l'un avec l'autre et vous permettent d'interagir avec tous les protocoles très facilement, sans problème de contrainte entre les deux. Voilà, juste avant de terminer, je voulais juste vous montrer que j'ai mis la même clé privée
dans mon Coinbase Wallet, donc avec 0,077 Ether, et dans mon MetaMask. Vous voyez, il y a exactement le même montant. C'est très important de le comprendre parce que si un jour quelqu'un vous fait aller dans les paramètres et vous dit d'aller dans sécurité, de taper votre mot de passe pour révéler votre phrase secrète de 24 mots ou pour lui envoyer sa clé privée, vous allez avoir le bon réflexe en disant non, là on est en train d'essayer de me faire extraire un moyen d'avoir un contrôle. Vous l'avez compris, si je prends un portefeuille sur mon téléphone, que j'écris la clé privée qu'il y a dans cet ordinateur et dans ce navigateur-là, je pourrais faire des transactions. Sauf si c'était lié à une clé Ledger et à ce moment-là, même si vous arrivez à vous connecter à la clé publique, quand vous voudrez réaliser une transaction, ça vous dira que ce n'est pas possible parce que la clé n'était pas connectée. Voilà tout, c'était Asher, j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle wallet vous utilisez, dans quel ordre. J'avais beaucoup entendu parler également de Frame, qui est un portefeuille un petit peu plus avancé, un petit peu plus complexe, mais qui est un portefeuille du coup de bureau. C'est-à-dire que vous avez juste à télécharger le logiciel et vous pourrez l'utiliser sur tous les navigateurs internet, même sans qu'il soit directement installé en tant qu'extension. Il y a également plein d'autres wallets, je ne peux pas vous en faire la liste totale, mais si vous utilisez uniquement l'écosystème Cosmos, il y a de grandes chances que vous utilisiez Keplr. Si vous êtes sur Tezos, il y a de grandes chances que vous connaissiez ou que vous utilisiez régulièrement Temple. Et sur Solana, il y a également une liste de portefeuilles dédiés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une nouvelle blockchain, il y a souvent un wallet qui vient et qui s'installe au début comme étant le wallet de base avant que la concurrence s'installe. Quand vous êtes débutant, il ne faut pas s'embêter à en avoir 25, mais en attendant, quand vous commencez à être un utilisateur avancé, vous commencez à avoir votre petite panoplie, vos préférences, et le but c'était de vous donner, surtout si vous êtes débutant, quelques petits détails vous permettant de faire votre sélection et de partir tout de suite avec un portefeuille qui vous correspond. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, ça permet de me référencer et de pousser mes autres contenus et mes autres vidéos en avant sur YouTube, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Au revoir!